mais j'ai l'impression que cette option n'est pas disponible là. Alors, par contre, j'ai pas de direct. Overall, bah, on va voir ça. Alors, bon, on va attendre que tout le monde soit connecté, ou une bonne partie en tout cas. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver le moyen d'enregistrer le cours. Si quelqu'un a vu comment on faisait ça, puisque j'ai réussi à le faire la dernière fois, mais pas enregistrement sur cet ordinateur. C'est bon, c'est parti. Ok. Donc, l'idée, c'est de présenter les différents éléments qui vont vous permettre d'aborder l'ensemble des connaissances autour de cette physiologie du cœur et du rein, et d'illustrer en fait à travers ce module les communications entre organes pour faire vraiment ce qu'on appelle la physiologie, qui est ce qu'on appelle la régulation des grandes fonctions. Donc comment en fait est assurée plus globalement les interactions entre organes pour maintenir l'organisme dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a un plan détaillé en fait de la première partie du cours. Donc je vous incite fortement à utiliser ce plan pour voir s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, et donc à lire régulièrement votre cours. Et on va pouvoir commencer tout doucement. Donc si. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intervenants de TD qui pourront vous aider. Et déjà les modalités de CC, si vous vous posez la question. Donc vous avez différents CC qui vont être réalisés sous Moodle, des petits contrôles avec un contrôle terminal en présentiel. Et l'idée, c'est qu'en TD, vous aurez en fait des exercices qui seront réalisés sur, en gros, les éléments du cours, mais en lien avec tout ce qu'on va avoir. C'est vraiment des illustrations du cours et qui seront très proches de ce que vous aurez en examen terminal, puisqu'il y a beaucoup d'annales notamment. Alors, si on regarde le détail de tous les cours, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas en faire beaucoup en direct, pour une raison que je vais vous évoquer après. On a 10 cours à voir ensemble, on répartit plus ou moins normalement sur les séances. Et là, ça va être 10 séances à suivre de cours magistraux. Donc le premier en direct, et les suivants, en fait, vous allez être disponible. Donc dès que j'aurai fini le cours, vous en aurez un nouveau disponible que vous pourrez regarder à votre rythme. Et à l'issue de ce cours, vous aurez accès à un quiz auquel il faudra vous inscrire, mais très simple. Et le cours magistral, notamment celui du prochain, le 4 février, est remplacé en fait par des réponses aux questions au quiz, et enfin une correction des différentes questions qui sont posées pendant le quiz, et une séance de réponse à toutes les questions que vous vous posez suite à la visualisation du cours magistral. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de travail pour vous personnel qui est équivalente en fait à celle que vous venez faire en suivant le cours ici, et en étant peut-être inhibé en posant les questions, même si je vous invite aujourd'hui à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et à l'issue de cette visualisation, on se verra, nous, régulièrement, toutes les semaines, pour faire le point sur ce que vous avez vu dans le PowerPoint commenté. On va répondre à toutes vos questions. Est-ce que cette partie-là est claire déjà ? N'hésitez pas à intervenir aussi oralement, comme ça j'ai l'impression d'avoir aussi des êtres humains qui ne sont pas loin de moi, et pas seulement dans le chat. Alors, aujourd'hui, avant de se lancer vraiment dans ce module, où vous allez voir, on voit beaucoup de choses, mais je vous invite à surtout apprendre du vocabulaire et les concepts, surtout pas essayer d'apprendre des choses par cœur, mais pas comprendre ce qu'il y a derrière. Et je vois qu'il y a une question juste entre-temps. Oui, c'est tout le semestre, les vidéos. En fait, il n'y a que aujourd'hui où on sera en direct, et après, vous aurez le semestre qui sera réparti au rythme de ces PowerPoint commentés. Et puis, je mettrai, pour ceux qui ont raté le cours aujourd'hui, vous êtes quand même relativement nombreux, mais je mettrai le cours qu'on enregistre aujourd'hui est disponible. Alors, on va voir donc quelques éléments fondamentaux pour comprendre
le cours, et notamment un premier concept qui est le concept d'homéostasie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu? Est-ce que quelqu'un connaît ce concept? Et est-ce que quelqu'un veut se lancer pour en parler? Oui, alors Elisabeth, Inès ou Charline, si vous pouvez prendre la parole et me dire ce que vous connaissez de l'homéostasie. C'est le maintien des constantes du corps à une certaine valeur. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez un exemple de constante en tête? Oui, par exemple la température. Voilà, très bien. Alors, comment ça marche? Déjà, c'est exactement la définition que vous donnez. Alors, il n'y a pas de définition proprement dite, hein, c'est pour ça que je me pose aussi la question. Il ne s'agit pas de répéter les choses par cœur. Bon, une autre définition qui a été donnée, en fait, mais qui revient exactement à la même chose, mais qui donne un détail, c'est basé sur la notion de ce qu'on appelle le milieu intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce milieu intérieur? C'est tout simplement le milieu qui entoure les cellules. Donc, ce milieu intérieur, eh bien, il va protéger en fait les cellules qui ont besoin de stabilité, pour la majorité d'entre elles, pour pouvoir maintenir toutes leurs fonctions, avec des paramètres qui sont relativement proches de ce qu'on appelle les valeurs de consigne. On va en reparler après. Puisque, évidemment, dans la plupart des environnements qu'on a en dehors, on va dire, de l'eau de mer où est apparue la vie, eh bien, il y a beaucoup de variations dans notre milieu. Typiquement, nous, on est des animaux qui vivons à l'air libre. Il y a énormément de variations en termes de température, en termes d'humidité, en termes d'accès aux nutriments, etc., etc. Tous ces éléments font qu'on a forcément des grandes variations qui peuvent être nuisibles pour la vie des cellules. Et il y a des systèmes, en fait, pour limiter les fluctuations externes qui vont être très importantes, avec le milieu intérieur ici qui va être maintenu constant via différents systèmes d'organes et des systèmes de régulation qui vont permettre évidemment d'échanger avec l'extérieur, puisqu'on ne peut pas avoir un milieu complètement clos où les cellules ne peuvent pas interagir avec le milieu extérieur, ne serait-ce que pour avoir accès à des nutriments. Alors parmi les paramètres réglés, donc vous avez cité la température, oui c'est un classique, il y en a d'autres, comme la glycémie, la pression partielle en oxygène, qui vont faire partie de ce qu'on appelle les nutriments, mais aussi le pH et la pression partielle en CO2. Alors on parle de pression partielle, c'est tout simplement pour définir la quantité d'oxygène ou de CO2 qui est présente par rapport à l'ensemble des gaz présents dans l'atmosphère. Donc c'est en lien avec la pression atmosphérique et puis le pourcentage. Typiquement dans l'air, on a 21% d'oxygène. Un élément dont on va beaucoup parler, et on va définir après cette notion-là, c'est l'osmolarité, qui est une valeur constante qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, puisqu'elle est liée avec l'équilibre hydrominéral qui est réglé par le rein. Donc, comment est réglé? Alors, peut-être oui, juste un petit mot pour rendre à César ce qui est à César. Ces notions-là ont été développées au début du 19e siècle par deux physiologistes, un français et un anglais, Claude Bernard, dont vous entendrez peut-être parler, parce que c'est un peu grand ponte de la physiologie, et Walter Cannon, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup apporté à cette discipline. Alors, si on s'intéresse à ces notions, un élément relativement simple qui permet d'illustrer ces notions-là, c'est typiquement la variation de glycémie dans la journée. Vous savez que la glycémie est autour de 0,9 g par litre. Et si typiquement ce matin vous n'avez pas pris de petit déjeuner, votre glycémie baisse jusqu'à que vous puissiez enfin manger en début d'après-midi. Et puis ça va probablement redescendre tout le long jusqu'à peut-être que vous disiez tiens, je vais rater mon bus. Vous avez un gros décharge d'adrénaline, même si là on est en distanciel. Donc ici, ça va être une activité sportive qui va amener à un moment votre corps à sécréter du glucose pour vous donner un peu d'énergie. Si vous faites qu'un petit sprint, ça ne va pas baisser plus. Par contre, si vous êtes parti pour faire un 5000 mètres, parce que vous dessinez de rentrer à pied, là, ça va diminuer beaucoup plus vite. Et ici, vous avez pas pris de petit déjeuner, ce qui n'est pas très conseillé, ça dépend des gens. Et puis ici, c'est ce qui va vous arriver tout à l'heure quand vous allez manger. Donc, ces variations-là, en fait, font qu'on a ce qu'on appelle un équilibre dit dynamique, c'est-à-dire qu'on a des variations, en fait, autour d'une valeur qui est maintenue à peu près à 0,9. J'essaie de faire une droite. C'est ce qu'on appelle la valeur de consigne. Avec un A qui est A. C'est un A ici.
je vais le réécrire. Voilà, la valeur de consigne qui est maintenue autour d'une valeur réglée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à m'interrompre. Alors, il faut assurer des boucles de régulation pour maintenir ces valeurs de consigne. Et vous avez un schéma un peu compliqué, mais en fait, l'idée, c'est de comprendre globalement comment ça marche. À la base, vous avez une perturbation qui va être intégrée sous forme d'un stimulus. Donc, ça peut être, par exemple, la baisse de la glycémie, on en parlera après. On va avoir un senseur ou un capteur. Mais ici, on va en parler après. Si c'est le cas du stimulus, c'est le changement de glycémie, ça va être le pancréas qui va gérer. Une voie qui permet d'envoyer une information. Ça, en général, c'est les voies de transduction que vous avez probablement vues en 338. Et puis les cellules qui intègrent, c'est soit les cellules alpha ou bêta de Langerhans qui gèrent ici pour la glycémie et qui vont envoyer un signal, une voie efférente, c'est une hormone, soit du glucagon, soit de l'insuline, pour agir essentiellement sur le foie pour permettre de soit stocker du glucose, soit intégrer, relarguer du glucose pour, via une boucle de rétrocontrôle, pallier à la variation ici. Une autre façon de le représenter, c'est de dire qu'on a une variable qui est régulée, qui est ici la glycémie, et on va voir si elle est dans la gamme de contrôle, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, on est proche de ce qu'on appelle la valeur de consigne. Et si on est hors de cette gamme, à ce moment-là, on va activer cette boucle de régulation. Alors, un exemple de boucle, puisqu'on est sur ces parties sur la glycémie. Donc, vous n'avez pas pris de petit déjeuner, donc votre glycémie diminue. Donc ça, est-ce que vous savez quelle cellule détecte la baisse de la glycémie? Les cellules alpha, des îlots de Langerhans. Très bien. Donc les cellules alpha au niveau du pancréas, les îlots de Langerhans, très très bien. Et ils vont permettre de faire quoi? Est-ce que vous vous rappelez de l'hormone qui est impliquée? Je l'ai dit juste avant. Libérer du glucagon. Très bien. Le glucagon qui va agir sur quel organe? Sur le foie. Sur le foie, on est d'accord. Et ça va activer ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et cette activation de la glycogénolyse, elle va permettre d'augmenter la libération de glucose. Et ça va pallier à la baisse de la glycémie. Alors j'en profite ici, on va appeler ça un rétrocontrôle de quel type? Négatif. Ouais, négatif. Attention à ne pas confondre. Pour certains, vous avez tendance, ça arrive, donc j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que c'est une petite erreur que vous avez tendance à faire. Ici, c'est pas parce que vous avez une augmentation des paramètres qu'on est sur un rétrocontrôle positif. Un rétrocontrôle positif, ça veut dire qu'on amplifie le signal de départ. Ici, comme on va diminuer le signal de départ, on est sur un rétrocontrôle qui est bien un rétrocontrôle négatif. Alors, au passage, vous connaissez un exemple de rétrocontrôle positif? Oui, pendant l'accouchement, avec les hormones qui ont dû pendant l'accouchement qui augmentent encore plus les contractions. Très bien, exactement. Cette hormone, c'est l'ocytocine, si vous connaissez cet élément, ouais, donc qui va augmenter en effet les contractions et dont le relargage est amorcé par les sensations mécaniques au niveau de l'utérus. Quand le bébé grandit, l'utérus va être stimulé. Il va y avoir des premières contractions qui vont envoyer un signal de libération d'ocytocine qui va augmenter les contractions de l'utérus et ça va faire une boucle jusqu'à l'expulsion du bébé. Très bien. Alors, on va aborder des notions autres très importantes qui sont les perméabilités membranaires. Et vous avez peut-être vu ce genre de schéma qui sont vraiment importants à avoir en tête pour comprendre que au niveau de la membrane cellulaire, on a donc une bicouche lipidique qui est hydrophobe et qui fait que seules les molécules hydrophobes vont pouvoir passer librement la membrane. C'est le cas des hormones stéroïdiennes, par exemple, des petits acides gras, ou des petites molécules que vous avez peut-être vues, comme l'éthanol ou l'oxygène ou le CO2. Vous avez vu peut-être que l'urée et l'eau passent la membrane, mais c'est relativement faux. En fait, ces deux petites molécules sont très polaires.
Donc si vous avez vu ça dans les livres ou autres, bon, ben, on va voir que c'est faux. En fait, alors l'urée, je vous mets la formule ici, dont on va parler relativement souvent. Donc cette urée, en fait, est aussi très polaire, comme l'eau, et donc passe très mal la membrane, et a besoin de transporteurs, en fait, facilités pour lui permettre de suivre son gradient de concentration pour passer à travers la membrane. Alors, des molécules plus grosses et très polaires comme les glucoses, ou petites mais extrêmement polaires comme les ions, ne passent pas du tout la membrane, et évidemment des grosses molécules polaires comme l'ATP ou des acides aminés ne passent absolument pas la membrane. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez, ça, déjà? Oui? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord que l'oxygène et le CO2 ne passent librement la membrane? Oui. Oui. Merci. Eh bien, en fait, j'ai appris, et vous allez l'apprendre avec moi, je vous partage cette information, que c'est pas tout à fait vrai. L'oxygène et le CO2, en fait, passent assez mal la membrane. Oui, pardon? L'eau n'a pas besoin d'aquaporine pour passer? Si, l'eau a besoin d'aquaporine, ça c'est une très bonne remarque, et l'urée, en fait, a besoin de transporteurs à l'urée. Donc on reparlera des aquaporines. L'eau ne peut pas passer les membranes, mais il se trouve que l'oxygène et les CO2 aussi ont des transporteurs facilités qui leur permettent de passer à travers la membrane. Donc c'est des choses qu'on trouve très peu dans les livres, parce que c'est des données un peu récentes, enfin pas tant que ça, mais il se trouve que c'est une notion qui a la vie dure. En fait, on a souvent, et dans beaucoup de schémas, on trouve des infos comme celle-là, où les gaz passent sans problème la membrane. Mais si on compare en fait le fonctionnement typiquement d'une hématie, et qu'on observe le passage des gaz, comme le CO2 ici, eh bien, si on fait des mesures, on observe que le CO2 diffuse beaucoup plus rapidement au niveau de la membrane d'une hématie qu'au niveau d'une membrane artificielle avec une composition lipidique équivalente. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des transporteurs qui étaient impliqués dans le passage des gaz, notamment le dioxyde de carbone, mais aussi l'oxygène, l'antioxygène. Et parmi ces transporteurs, c'est étonnant que vous ayez parlé de l'aquaporine, qui est en effet connue pour laisser passer l'eau. Eh bien, il se trouve que l'aquaporine permet aussi le passage des gaz, et notamment celui du dioxyde de carbone. Un autre transporteur dont vous avez sûrement jamais entendu parler, parce que cette protéine est très peu connue sur son action, mais plutôt par les vertus immunologiques qu'elle porte, c'est le groupe antigénique lié au rhésus, RHAG, qui donne en fait l'atteinte du rhésus au niveau de notre groupe sanguin. Donc vous savez qu'on est de type plus ou moins. Et cette protéine, donc éviter de trop dessiner sur mes diapos, parce que ça va me perturber un peu. Donc cette protéine ne fait pas que donner le groupe sanguin, enfin le type rhésus du groupe sanguin, mais est impliquée aussi dans le transport de ces gaz. Voilà. Des questions là-dessus? Non. Oui, non. Ok. Donc, le vrai schéma serait plutôt celui-là, où l'oxygène et le CO2 ne passent pas tout à fait vraiment la membrane et ont besoin de transporteurs facilités. Donc voilà, insister par contre, l'uréo, comme je l'ai évoqué, ne passe pas du tout librement la membrane. Sans transporteur, la membrane est imperméable à ces deux petites molécules. Alors si on parle justement d'eau, on a besoin d'une notion très très importante, qui est la notion d'osmolarité et la notion de pression osmotique. Alors, comment on peut la mettre en évidence? Vous avez peut-être vu cette expérience avec un tube en U, avec une séparation ici par une membrane à perméabilité qu'on dit semi-sélective, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer les molécules d'eau, mais ne va pas laisser passer des grosses molécules ici qui sont présentes dans les solutions et qu'on a mis en plus grande concentration dans le compartiment 2. Si on fait ça, on observe que très rapidement, on a un mouvement d'eau du compartiment 1 vers le compartiment 2. Et ce mouvement d'eau se fait en fait selon les lois de diffusion classiques, qui est que là où les molécules sont les plus concentrées, eh bien, on a un mouvement. Alors c'est là où c'est un peu perturbant. Il faut imaginer que, en fait, il y a plus de molécules d'eau dans le compartiment 1 que dans le compartiment 2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Proportionnellement, il y en a plus. Donc, l'eau va se déplacer pour compenser en fait cette différence de concentration entre guillemets de molécules d'eau et permettre d'essayer de rééquilibrer les deux compartiments. Et ça va créer une pression hydrostatique qu'on va nommer comme étant opposée
à la pression dite osmotique, qui est due au déplacement des molécules par osmose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau va circuler toujours d'un compartiment où il y a peu de molécules par rapport de molécules dissoutes dans l'eau vers un compartiment où il y a beaucoup de molécules dissoutes dans l'eau. Ça va? Vous pouvez m'expliquer pourquoi dans la solution non concentrée, c'est là où il y a le plus de molécules d'eau? Enfin, j'ai pas compris. Il faut imaginer, en fait, aller jusqu'au bout. Si je vous dis que vous avez 1 litre d'eau avec que des molécules d'eau et que vous remettez 1 kg de sucre dedans, vous êtes d'accord que votre volume va être supérieur à 1 litre. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusque-là, ça doit aller. Donc, si vous prenez le même volume et que vous ramenez ça à 1 litre, donc votre eau sucrée, à ce moment-là, vous devez comprendre que dans 1 litre d'eau où on a mis énormément de sucre, il y a moins d'eau en fait que dans 1 litre où il n'y a que de l'eau pure. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui. Donc, ici, c'est la même chose. Ici, on a plus de molécules d'eau que ici. Donc, l'eau va se déplacer d'un endroit où elle est la plus concentrée vers un endroit où elle est la moins concentrée. Donc, elle se déplace de ce compartiment 1 vers le compartiment 2. Ok, c'est bon, j'ai compris. La subtilité, c'est que, évidemment, quand on ne parle jamais de concentration d'eau, parce que ça n'a aucun sens, dans une solution aqueuse, on va parler de concentration en soluté. Et si on prend à ce moment-là le côté inverse, eh bien, on voit que le compartiment 2 est plus concentré en soluté par rapport au compartiment 1. Donc, l'eau va se déplacer du compartiment 1, où il y a le moins de molécules dissociées, vers le compartiment 2, où il y a le plus de molécules dissociées. C'est normal que je répète, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. On va en revenir dessus juste après. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Et on va prendre 2 exemples après. Donc, si ce n'est pas clair, vous me reposez la question, puis je expliquerai. Donc déjà, comment on peut calculer la quantité de molécules dissoutes? Tout simplement, on va s'intéresser à les concentrations des différentes solutions qui sont présentes. Donc, quand on a une solution de NaCl à 145 millimolaires, eh bien, le NaCl, quand on le met dans de l'eau, il va donner 2 atomes, le sodium et le chlore, qui chacun vont être à 145 millimolaires plus 145 millimolaires. Si on fait la somme, eh bien, on va arriver à 290 millimolaires d'éléments, on va dire, ce sera plus correct, qui sont dissociés dans l'eau. Et l'ensemble, on va parler à ce moment-là, plutôt que de dire d'éléments dissociés dans l'eau, on va parler de 290 milliosmoles par litre. Pour rappel, millimolaire, ce sont des moles par litre, que vous ayez un petit doute. Donc, quand on va parler de l'ensemble des éléments dissociés, on va pouvoir parler d'osmoles. Et donc, ici, on a 290 milliosmoles par litre. Si vous avez compris, qu'est-ce qu'on va obtenir pour le chlorure de calcium? 200 milliosmoles par litre. Et vous êtes tombé dans le piège, c'est gentil. Oui, il y a un 2 sur le Voilà. Mais c'est bien, c'est ce que j'attendais plus ou moins. Donc là, on va avoir 100 millimolaires plus 2 fois 100 millimolaires. Ça va faire donc 300 millimolaires, soit 300 milliosmoles par litre. Et ici, attention, il y a un autre piège. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va dire qu'on est aussi à 100 millimolaires, sinon ça ne va pas marcher si je ne vous donne pas la valeur. On va être à combien ici, à votre avis, en milliosmoles par litre? Ou plus personne ne va vouloir parler. 200. C'est pas 200. Il y a pas, c'est un piège, mais moins tordu que celui-là quand même. C'est qu'ici, le MgCl2 va donner un magnésium, plus 2 chlore, plus 6 molécules d'eau. Mais ces molécules d'eau, eh bien, elles vont se mélanger aux autres molécules d'eau. Donc ici, on a seulement 100 millimolaires de molécules d'ion magnésium, plus 2 fois 100 millimolaires d'ion chlore. Et donc, ça va nous donner aussi 300 millimolaires. Donc, ça va nous donner exactement la même chose. Ça marche? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Excusez-moi. Oui.
Quel est l'intérêt de passer de 300 millimolaires à 300 milliosmoles si ça veut dire la même chose? Ça ne veut pas dire la même chose parce qu'on n'a pas le droit de parler de 300 millimolaires en fait ici. Ok, Parce que 300 millimolaires d'éléments dissociés, ça ne veut rien dire. Normalement, c'est des moles. Donc quand on est en mol, c'est un type de molécule. Donc c'est impropre de parler de 300 millimolaires ici pour des molécules qui sont différentes. ok. T'as C'est-à-dire des que atomes différents. quand on le marque, on se comprend, mais c'est pas correct. Non, justement, c'est juste pour faire la transition. Mais vous devez, quand on parle d'osmolarité, quand on fait les calculs d'osmolarité, il faut utiliser seulement les milliosmoles. Donc c'est ça qui est correct, seulement. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre le calcul. Allez pas dire qu'on a 300 millimolaires d'éléments dissociés. Même si on peut se comprendre, c'est impropre pour s'exprimer, si je puis dire. Même si, du moment que vous communiquez, en principe, on doit vous comprendre. Ça va, c'est clair? Ok. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe maintenant, quelle influence ça va avoir quand on s'intéresse aux cellules. Donc, si on prend des hématies, typiquement, eh bien, on observe que si on les met dans une solution de chlorure de sodium à 9 grammes par litre, eh bien, on est dans un état où, visiblement, les hématies se comportent bien, elles ne changent pas de forme, et on est dans ce qu'on appelle un état physiologique d'un point de vue osmolaire. Alors, il se trouve que avoir une concentration de 9 grammes par litre, eh bien, on est exactement autour de 300 milliosmoles par litre, qui est en fait très proche de la valeur de consigne qu'on trouve dans l'organisme, qui est en fait la valeur de consigne autour de 290. Et typiquement, quand vous êtes enrhumé ou autre et que vous voulez vous faire un lavage de nez ou vous voulez de façon plus générale utiliser ce qu'on appelle une solution physiologique, c'est juste une solution avec de l'eau et du chlorure de sodium de 9 grammes par litre. C'est évidemment très facile à faire. Si jamais on met nos hématies, cette fois dans une solution dite hypoosmotique, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est-à-dire avec des concentrations de chlorure de sodium qui sont beaucoup plus faibles. Dans quel sens va se déplacer l'eau? Si vous avez suivi. Est-ce que ça va rentrer dans les hématies ou est-ce que ça va sortir des hématies? Sortir. Alors, qui pense que ça va rentrer? Alors, rien à sortir. Voilà, bon, tout le monde se pose la question. Alors, on va réfléchir ensemble. L'eau, elle va aller de l'endroit où il y a le plus de molécules. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de molécules? Si on est en dessous, eh ben, il y en a à l'intérieur. Donc, l'eau, elle va rentrer ici, dans les hématies. Et donc, ça risque de les faire éclater. À l'inverse, si on est dans une solution dite hyperosmotique, on va avoir une perte d'eau. Et elles vont, à ce moment-là, se rétracter. Elles vont changer de forme. Alors, on parle de turgescence et du lyse cellulaire quand on a une turgescence qui aboutit à éclater les cellules. Et on va parler de plasmolyse, même si le terme n'est pas forcément très important, quand on a une perte d'eau. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que dans notre organisme, alors faites attention à couper votre micro si vous ne posez pas de questions, si vous posez plus des questions de votre côté. J'ai une question, monsieur. Oui. J'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que vous avez dit que quand la concentration elle est plus forte, oui, l'eau elle va à l'intérieur. Oui. Et donc quand NaCl il est plus petit que 9 grammes par litre, pourquoi il rentre? Parce qu'il faut comprendre que cette solution hypoosmotique, bien sûr, c'est ce qui est autour des hématies. Les hématies, elles contiennent plein d'ions, plein de protéines, et donc l'intérieur de leur liquide intracellulaire est à une valeur de 290 milliosmoles par litre. Ah, très bien. Ah oui. Et l'eau, elle est à 300, c'est ça? L'eau, ici, elle est autour de 300, donc ici, ça ne change rien. 300 ou 290, c'est très proche. Il va y avoir très peu de mouvement d'eau. Par contre, si ici, on est, on va dire, à 100 milli, alors on peut le mettre, hein. Si vous voulez, ça sera plus clair. Vous le rajoutez. Si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, n'hésitez pas à rajouter. Donc ici, on va dire, par exemple, qu'on est à 100 milliosmoles par litre. Et ici, on est à 290. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on pourra aller... en gros, l'eau, elle suit l'osmolarité. Donc, elle va aller là où l'osmolarité, elle est la plus forte. Ici, par contre, si on est à 600 milliosmoles par litre, donc beaucoup plus élevé, à ce moment-là, l'eau, elle sort. Voilà. Il faut imaginer que l'eau, elle va essayer les mouvements d'eau vont essayer de rétablir une osmolarité identique de part et d'autre.
Vous imaginez que si là on rajoute de l'eau, on va faire baisser l'osmolarité. Donc on va essayer de la rapprocher d'ici. À l'inverse, si l'eau elle rentre, elle va essayer de faire baisser l'osmolarité qui est à l'intérieur des hématies. C'est toujours pour aller vers l'équilibre. Donc une autre façon de retenir, vous notez les osmolarités si vous êtes perdu et vous dites dans quel sens doit aller l'eau pour qu'on ait une osmolarité équivalente de part et d'autre de la membrane. Ok, merci. Pas de souci. Donc ça, c'est très très important pour nous parce que si vous vous déshydratez, vous allez avoir une augmentation en fait de l'osmolarité des tissus, enfin de votre milieu intérieur, et donc vos cellules vont se déshydrater. Et si elles se déshydratent, elles vont changer de forme. Vous allez avoir des pathologies. Oui, attendez, je finis juste ça et je réponds à votre question. Donc, si on imagine qu'on s'intéresse notamment à votre boîte crânienne, donc on en reparlera, votre boîte crânienne, elle a des contraintes mécaniques qui font que si vos cellules se rétractent, eh bien, les attaches qui sont de vos cellules nerveuses à toutes les contraintes mécaniques de votre boîte crânienne qui, elle, ne peut pas changer de forme, eh bien, vont créer des tensions mécaniques sur votre cerveau. Donc, vous allez commencer à avoir mal à la tête. Et s'il y a un trop gros changement de forme de vos cellules, eh bien, vous allez tomber dans le coma, voire mourir. Donc, la régulation de l'osmolarité, c'est un des points essentiels pour le maintien de l'intégrité de notre organisme, surtout pour nous qui avons donc une boîte crânienne qui bloque les changements de forme éventuels de nos cellules et qui fait qu'on va subir de plein fouet des déshydratations et avec tous les symptômes que vous connaissez, donc que j'ai cités, notamment le plus classique qui est le mal de tête. Ça va? Donc, je peux répondre à votre question maintenant? Je ne sais plus ce que c'était. Je ne l'avais pas encore posé. C'est pour ça. Je voulais savoir du coup la valeur continue qui est à 290, ça correspond à quel liquide? C'est l'ensemble en fait. Si vous avez suivi, logiquement, en fait, la plupart des cellules ont des aquaparines. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est le cas des hématies typiquement, ce qui fait que si il y a une valeur de consigne de 290 milliosmoles par litre, eh bien, tous les liquides de l'organisme sont à 290 milliosmoles par litre. Aussi bien les milieux extracellulaires qu'intracellulaires. D'accord. Alors, la question de Romain, pourquoi les cellules lysées quand il y a l'eau qui rentre? Car la pression est trop forte, donc ça explose. C'est exactement ça. Vous avez donné la bonne réponse à votre question. Alors pour ça, il faut évidemment qu'il y ait des grosses variations. Et si vous mettez typiquement, si vous récupérez des hématies et vous les mettez dans l'eau, elles vont exploser. Par contre, si vous les mettez dans une solution physiologique qui, au lieu d'être à 9 grammes par litre, est à 8 litres, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir de lisse cellulaire. Ce qui explique que typiquement, si vous allez injecter un médicament à quelqu'un en intraveineux, il faut injecter dans une solution physiologique. Si vous injectez directement dans de l'eau, avec une osmolarité trop faible, vous allez créer d'énormes dégâts au niveau des tissus à proximité de l'injection d'eau. Parce que vous allez avoir d'un coup plein d'eau qui va rentrer dans les cellules et qui vont lyser plein de cellules à proximité de l'injection. C'est des choses basiques de physiologie, que tous les gens dans le milieu médical, évidemment, heureusement, connaissent. Alors, si on avance sur les boucles de régulation, et on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe si vous avez, par exemple, ce matin, essentiellement bu beaucoup de thé. Ça marche moins bien avec le café parce qu'en général, on boit rarement 1 demi-litre de café. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, comme perturbation si vous avez bu beaucoup de thé ce matin? Alors, je ne vous parle pas d'osmolarité. Hein. On va être relativement simple. La glycémie va augmenter? Alors, oula, pourquoi la glycémie? Parce que vous prenez un thé sucré. Alors, j'aurais dû préciser, pardon, que vous prenez un thé sans sucre. Comme un puriste qui boit du vrai thé. On va avoir de plus en plus d'eau dans notre organisme. Voilà, on va augmenter la quantité d'eau, donc on va augmenter l'eau dans le milieu intérieur. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour l'osmolarité de l'organisme? Alors, j'ai compris à travers ce bâillement très expressif que c'était une baisse de l'osmolarité. Et on va avoir besoin d'un système de régulation qui va se faire, là on va le voir en
c'est l'idée du cours, hein, donc on va voir plein d'éléments. On va voir que c'est capté notamment au niveau de l'hypothalamus, dont vous avez fortement entendu parler. Et cet hypothalamus, en fait, va envoyer un signal hormonal par une hormone que vous connaissez peut-être. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Une hormone qui agit sur les reins. Est-ce que vous la connaissez? Sinon, l'intérêt, c'est qu'on en parle beaucoup. Très bien, il y en a plein qui connaissent, super. Donc, c'est l'ADH. Très bien, pour hormone anti-diurétique. Et la diurèse, en fait, c'est une autre façon un peu savante de dire que c'est la production d'urine. Donc, une hormone antidiurétique, c'est une hormone qui va diminuer la production d'urine. Alors, comment? C'est l'objet du cours, mais ça va agir sur les reins pour entraîner une élimination d'eau. Vous allez me dire, il n'y avait pas besoin de suivre le cours pour savoir que quand vous buvez beaucoup de thé, vous avez envie d'aller aux toilettes. Mais l'idée, c'est de comprendre toutes les régulations qui se passent derrière. Et en éliminant de l'eau, logiquement, on va limiter ici la baisse de l'osmolarité. Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Donc, une grosse partie de ce qu'on va voir en cours va essayer de comprendre les régulations qui sont là et pourquoi c'est important de maintenir aussi cette osmolarité par rapport aux paramètres cardiovasculaires. Donc, c'est un rétrocontrôle négatif, tout à fait. Et l'ADH entraîne une augmentation de la production d'urine, tout à fait. Ah oui, excusez-moi, non, je vous dis une bêtise. Je vais trop vite. Évidemment, non, ça ne marche pas. C'est une baisse de l'ADH, sinon ça marche pas. Puisque le nom, c'est hormone antidiurétique. Merci Romain pour cette remarque. Je n'ai pas fait mon raisonnement jusqu'au bout. Donc l'hypothalamus, je reprends, et désolé pour cette petite confusion. En cas de baisse d'osmolarité, l'hypothalamus, bien sûr, entraîne une diminution de la production d'ADH. Sinon, ça ne marche pas. Donc, comme quoi, ça illustre bien ce que je vous disais précédemment. Il ne faut rien connaître par cœur. On ne va pas forcément connaître beaucoup de choses par cœur, mais il faut réfléchir. Donc nous, on va voir beaucoup ce qui se passe au niveau des différents éléments. Ça va? Désolé pour la petite confusion liée à le fait que je n'ai pas pris le temps de décrire ce qu'il y avait autour de l'ADH. C'est bon? Et donc, c'est toujours un rétrocontrôle négatif. Ok. Alors, on va pouvoir aborder un peu des notions un peu générales sur les différents règnes animaux et puis comprendre un peu comment se posent ces problèmes de l'équilibre hydrominéral de manière générale. Et on va beaucoup parler de volémie. Donc, c'est la première fois dont on va parler de ce terme. La volémie, en fait, va concerner en gros les liquides circulant à l'extérieur des cellules. Et pour nous, essentiellement, c'est le sang. Donc la volémie, c'est le volume sanguin. C'est une chose que vous pouvez noter déjà de côté et qui vous permettra évidemment de bien comprendre ce qu'on va expliquer pour la suite. Donc tout d'abord, la quantité d'eau présente selon les organismes, elle est très variable. Elle peut être considérable pour des organismes comme les méduses, où on a 98% de constituants qui sont de l'eau pour ces animaux, et elle peut être très faible, comme des crevettes qui vivent sur des marais salants, par exemple, et on a des formes qu'on peut trouver en kysté qui sont très très pauvres en eau. Elle est aussi variable selon l'âge et le sexe des individus, comme vous pouvez le voir sur les quelques chiffres qui vous sont donnés ici. Alors, comment sont répartis ces liquides corporels à l'intérieur de l'organisme si on s'intéresse à l'être humain? Comment on peut déjà le savoir? Eh bien, le plus simple, c'est d'injecter différentes substances à des concentrations connues et faire des rapports de dilution. Donc, des classiques qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser de l'eau lourde, au deutérium, qui va en fait, cette eau au deutérium va se répartir dans l'ensemble des compartiments. Donc, ça, c'est le plus simple pour voir. Et si on fait ça, on va arriver à un beau tableau qui vous donne les différents éléments. Donc, en séparant tout d'abord deux choses, les liquides dits extracellulaires des liquides dits intracellulaires. Donc, les liquides intracellulaires vont représenter la grande majorité des liquides, avec, vous voyez, de 24 à 28 litres pour le liquide intracellulaire. N'allez pas prendre ces chiffres, mais plutôt la valeur approximative. Donc, ça veut dire qu'on a quasiment 30 à 40% du poids
qui concernent des liquides intracellulaires, et vous pouvez voir qu'une partie de ces liquides sont contenus dans ce qu'on appelle l'hématocrite, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui sont présentes dans le sang. Donc le sang est composé de cellules, l'hématocrite, et de plasma, qui est la partie donc, liquide du sang. Et pour un homme de 70 kg, on est autour de 5 litres de sang, donc réparti à peu de choses près, de manière égale entre les deux compartiments. On va trouver dans les liquides extracellulaires, en dehors donc du plasma circulant, des liquides qui est dit interstitiels entre les cellules, et puis des liquides très particuliers, qui sont les liquides interstitiels de type transcellulaire, dont vous connaissez peut-être, vous en connaissez peut-être un, qui est le liquide céphalorachidien, qui protège des contraintes mécaniques, en fait, le cerveau. Donc, je vais l'écrire ici, parce que c'est peut-être pas évident à savoir comment ça s'écrit. Voilà, c'est en fait le liquide qui va protéger tout le système nerveux central, donc autour de la moelle épinière, le rachis, et autour de l'encéphale, donc du cerveau, d'où le céphalo. Alors pour l'hématocrite, oui, je peux répéter, il n'y a pas de problème, on va en reparler un petit peu. Alors, ce n'est pas l'ensemble des molécules dans le sang, c'est l'ensemble des cellules sanguines. En fait. On va trouver les globules blancs et les globules rouges et les plaquettes. Donc c'est l'ensemble des cellules qui sont présentes dans le sang, alors que le plasma, c'est l'ensemble de la partie liquide. Il y a beaucoup de protéines. Ça va? Est-ce que c'est clair pour cette diapo? N'hésitez pas à intervenir aussi oralement parce que je n'ai pas toujours l'œil rivé sur le chat, donc c'est pas forcément évident pour moi. C'est bon pour ça? Très bien. Alors, chose très importante, c'est comprendre aussi que selon le biotope, donc selon l'endroit où on vit, on va avoir des compositions ioniques très différentes. Vous pouvez voir que là où est apparue la vie, donc dans la mer, on va trouver beaucoup d'animaux qui ont en fait une composition de leur milieu extracellulaire, donc des liquides extracellulaires, qui est noté ME ici, qui est très très proche du milieu externe, puisqu'on va avoir des très fortes concentrations de sodium et de chlore. C'est le cas par exemple de nombreux mollusques marins, aussi de nombreux arthropodes, et puis d'un certain nombre de poissons qui sont dits iso-osmotiques. On va trouver d'autres animaux marins qui, eux, sont hypo-osmotiques, donc alors qu'à la mer contient toujours la même quantité de sodium et de chlore, eh bien, ils ont développé un système où le milieu extracellulaire est beaucoup moins concentré en ions. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quel pourrait être l'intérêt pour ces animaux d'avoir choisi dans l'évolution, enfin, peut-être qu'ils ont choisi, mais d'avoir évolué vers une quantité d'ions plus faible dans leur liquide extracellulaire? Alors, les mammifères marins, oui, mais on va trouver aussi des poissons. Et pourquoi? Alors, ce n'est pas un lien avec la respiration. Pour ça, il faut regarder ce qui se passe pour les animaux d'eau douce. Ça donne un indice. Dans l'eau douce, on a au contraire très peu de sodium et de chlore en extracellulaire. Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc c'est une question de sel. C'est une question de sel, oui, mais est-ce que quelqu'un peut préciser? On n'a parlé que des mouvements d'eau, mais est-ce que les ions vont aussi se déplacer? Est-ce que les animaux qui sont hypoosmotiques ici, est-ce qu'il va y avoir une perte ou un gain d'ions? Eh bien oui. Ces animaux, quand ils vont typiquement consommer de l'eau de mer, ils vont ingérer beaucoup de sel qu'il va falloir éliminer pour maintenir leur liquide extracellulaire. Et donc, Titouan, vous avez raison, l'idée c'est de limiter en fait les échanges avec le milieu extérieur en réduisant en fait les variations. Donc les animaux qui ont développé moins de sel en extracellulaire vont pouvoir coloniser d'autres milieux où il y a très peu de sel. Et ainsi, on va trouver des animaux typiquement qui sont capables de coloniser des nouveaux biotopes. Et évidemment, si vous êtes le seul animal à coloniser un biotope, eh bien, vous allez profiter d'un endroit où vous allez pouvoir vous développer en faveur d'autres animaux, puisqu'il n'y a pas de compétition. Donc l'idée, c'est en changeant tout simplement la quantité d'ions, eh bien, des animaux ont pu ainsi coloniser des nouveaux milieux pauvres en sel, voire le milieu aérien, qui est le milieu le plus
toxiques. Alors évidemment, nous, ça nous semble le contraire. On demande à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous préférez vivre au milieu des fosses marines ou dans votre maison? Évidemment, vous choisissez de vivre dans votre maison parce que vous avez évolué pour être tout à fait capable de vivre dans un milieu aérien où il n'y a pas du tout de sel, puisqu'on est entouré d'air, et où il y a très peu d'eau. Donc c'est un milieu, en fait, pour les animaux terrestres, qui est extrêmement complexe à gérer et qui nécessite énormément de régulation pour maintenir les concentrations d'ions à l'intérieur de notre corps et aussi les quantités d'eau. Donc ici, en fait, on a, juste à travers ce petit tableau, une idée de réflexion sur l'évolution de la vie animale. Et donc, ces évolutions font qu'on a des variations et des colonisations plus ou moins possibles. Et pour les mammifères marins, en fait, c'est un retour, puisque c'est des animaux qui ont d'abord été terrestres et qui reviennent après dans la mer. Alors, Stélie, vous avez une question? Qu'est-ce que vous voulez dire par les animaux marins? En fait, dans les animaux marins, on va trouver l'ensemble de toutes ces espèces, donc aussi bien des espèces qui sont dites hyposmotiques, isoosmotiques, que d'animaux qui sont revenus coloniser. Alors, l'air est toxique pour les animaux marins, oui, elle est aussi toxique pour tous les animaux d'eau douce, tout à fait. Mais l'air est aussi toxique pour nous. En fait, on a plein de systèmes de protection à l'oxygène. Si on met nos tissus directement en contact avec l'oxygène, ils vont très vite s'oxyder. En fait, on a plein de systèmes de protection. Notre peau est imperméable à l'eau et on a des systèmes dont on reparlera pour limiter les pertes d'eau et l'agression en fait de l'oxygène qui, quand elle est trop concentrée, en fait, entraîne plein de dégâts en produisant des radicaux libres. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez un petit peu entendu parler, mais donc, le dioxygène est toxique pour les cellules. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, quelques notions sur les compositions ioniques. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre les choses par cœur, mais d'avoir une idée des grandes valeurs. Donc, typiquement, un milieu extracellulaire, c'est un milieu qui est très riche en sodium. Donc, on va le retrouver ici pour ce premier milieu qui est alors le plasma. Il se trouve que le plasma est un peu particulier parce qu'il a aussi beaucoup de protéines, on en reparlera. À l'inverse, vous avez très peu de potassium dans donc, tout ce qui est liquide extracellulaire ou interstitiel et plasma. Et ce potassium va être très concentré à l'intérieur des cellules. Ce qui serait bien, c'est que vous reteniez qu'on est autour de 140 millimolaires, aussi bien pour le sodium, donc qu'on va trouver en extracellulaire, que pour le potassium qu'on va trouver, lui, en intracellulaire. Et après, retenir qu'on a beaucoup de protéines dans le plasma et aussi dans les cellules, donc dans la partie dite intracellulaire, que vous avez ici, donc beaucoup de protéines. Alors le chlore, lui, on va le trouver essentiellement dans les milieux extracellulaires. L'idée, en fait, c'est que, je vais peut-être le noter, ça vous aidera, en fait, les liquides extracellulaires, c'est beaucoup de sodium et beaucoup de chlore. Et les liquides intracellulaires, c'est beaucoup de potassium et comme anion, on va trouver surtout des protéines. Voilà. Et la différence du plasma, c'est qu'en plus, on a des protéines dans le plasma. Un autre élément important, c'est l'ion HCO3-, dont on va pas beaucoup parler, mais qui est très important pour la régulation du pH. Pourquoi? Parce que vous avez en fait le dioxyde de carbone qui va se combiner, on en reparlera un tout petit peu, bon, peu importe l'enzyme qui est liée aux ions carbonates, qui vont se dissocier très rapidement en HCO3- plus H+. Donc un lien direct en fait entre le pH et la quantité de protons. Donc évidemment une influence sur le pH entre cette quantité de protons qui est liée donc à la quantité de CO2. Donc les deux sont reliés. Alors je vois qu'il y a une petite question. La valeur de consigne du potassium en extracellulaire est la même que le sodium en intracellulaire. Alors on va voir que en fait la seule valeur de consigne qui est vraiment retenue, et c'est
assez intriguant, mais c'est comme ça que ça marche, c'est le sodium. En fait, il y a des valeurs de consigne pour évidemment le potassium, le chlore. À ma connaissance, il n'y a pas de système de régulation. Donc, en fait, le seul ion qui est vraiment réglé, c'est le sodium. On va en reparler. Et le chlore est régulé en concomitance avec le sodium. Donc, quand le sodium est réglé, en général, le chlore est réglé aussi. Et le potassium est très mal réglé parce qu'en fait, il y a assez peu de variation de cet ion, puisqu'il est en intracellulaire. Ça répond à votre question? Voilà, il ne faut pas imaginer qu'il y a des valeurs de consigne pour tous les éléments. Il y en a pour beaucoup. Et là, c'est une preuve, en fait. Il y a des systèmes qui vont détecter des variations, notamment des variations de sodium. Et encore, c'est indirect, parce que c'est surtout via l'osmolarité que ça se fait. Et comme l'osmolarité est réglée essentiellement par le sodium et le chlore en extracellulaire, eh bien, c'est celui-là qui va être réglé. Alors, c'est quoi à droite du potassium? Oui, ce sont des protéines. Ou ça, vous voyez ça? De quoi Alors, c'est pas clair. André, votre question, c'est quoi? Quand j'ai écrit oui, PR-, c'est protéines, tout à fait. Et pour les liquides intracellulaires, on va trouver potassium plus protéines. Deuxième ligne, voilà, de ce que j'ai écrit, ça c'est les protéines. Je vais la réécrire comme ça. Ça sera plus clair pour tout le monde. Il y a beaucoup plus de protéines dans l'intérieur des cellules que dans les liquides interstitiels à les différences du plasma circulant qui est très riche en protéines aussi. Alors ce bilan-là, c'est juste un bilan, c'est pas un bilan, c'est juste pour dire que les ions HCO3- sont particuliers parce que ces ions HCO3- qu'on va trouver essentiellement dans les liquides interstitiels sont liés en fait au transport du CO2. C'est vrai que je suis allé un peu vite. Donc le CO2 est donc sécrété par les cellules et va se combiner à l'eau pour former ces ions bicarbonate qui se dissolvent. Alors, deux questions. Liquide interstitiel égalé. Essayez de poser des questions à l'oral, c'est quand même plus simple que j'essaye de comprendre à travers le chat. Donc le liquide interstitiel, c'est pas égal au lec. Le liquide extracellulaire, en fait, va contenir, si vous reprenez le schéma ici, le liquide extracellulaire va contenir et les liquides interstitiels et le plasma. C'est une petite nuance, mais quand je dis ça, je vois dans le tableau, j'ai écrit, oui, bah si ça appartient au liquide extracellulaire, je pensais que je l'avais mis que pour là, mais je l'ai mis pour l'ensemble. Voilà, c'est plus clair? Ok, alors si vous reprenez les deux tableaux, je pense qu'il n'y aura pas de souci. L'idée, c'est d'avoir une idée générale. C'est pas, encore une fois, pas d'apprendre des choses complètement par cœur sans comprendre l'idée derrière. Avec deux petites choses importantes. La sueur, du moins chez l'homme, parce que ce n'est pas le cas chez tous les mammifères, est hypoosmotique. C'est relativement important quand on essaiera de comprendre les dérégulations liées à la perte d'eau pour notamment régler la température. Et le détail, il y a certains liquides qui ont des variations en ions, notamment l'endolymphe au niveau de la cochlée est très riche en potassium, ce qui permet d'avoir une gestion en fait des fluides d'ions permettant l'audition. C'est une particularité des cellules ciliées qui sont responsables de l'ouïe. Et de la même façon, pour l'olfaction, on a un mucus qui est très pauvre en chlore et qui est aussi lié à des contraintes de voie de transduction, donc des choses relativement complexes. C'est pour avoir un schéma un peu complet. Excusez-moi, monsieur. Oui. Là, sur HCO3- et H+, est-ce qu'il se décompose aussi, lui, après, en CO3- et H+? Non, parce que en fait, le pKa qu'on a ici est autour de 7,4, si je ne m'abuse. Et donc, on a un équilibre qui se fait plutôt à ce niveau-là. Pour qu'il se dissolve complètement en ion carbonate et encore faire un proton, on a un pKa qui est trop loin du système tampon compatible avec justement ce qui se passe dans notre organisme. Merci. Moi aussi, monsieur, j'ai une Oui, allez-y. Vous dites, du coup, avec l'exemple du thé, que quand on boit beaucoup de thé, on a l'osmolarité qui diminue. Oui. Mais pourquoi, du coup, quand on sue, du coup, on perd de l'eau et l'osmolarité diminue, mais elle ne devrait pas augmenter, du coup? Enfin, parce que c'est des choses inverses. Quand on boit du thé, il y a l'eau qui augmente et quand on sue, elle diminue. Donc l'osmolarité, ça devrait être l'inverse l'un pour l'autre.
Ah oui, tout à fait. Mais quand on sue, en fait, on va avoir une augmentation de notre osmolarité. Ah, mais hypo, ça veut pas dire moins? Oui, tout à fait. Mais alors, je précise, c'est que vous réfléchissez bien, mais peut-être un tout petit peu vite, mais puisque vous posez la question, on va en profiter pour tout le monde. Quand on va suer, donc production de sueur, hein, hop, on va faire un petit schéma. À ce moment-là, on a une perte d'eau, vous êtes d'accord? Et peu de perte d'eau. Pardon, plus peu de perte d'ion. Donc c'est la sueur qui est hyposmotique, c'est-à-dire c'est la sueur qui, elle, est plus pauvre en ions que les liquides internes à l'organisme, que le milieu intérieur. D'accord. Donc ça veut dire qu'on se déshydrate plus qu'on se déminéralise. Donc ça veut dire qu'on a à ce moment-là une augmentation de l'osmolarité. J'ai plus de place sur mes... Hop, je vais enlever ça. Ça va, c'est plus clair? Imaginez à l'extrême qu'on ait une sueur qui ne contienne pas du tout d'ion. À ce moment-là, on aurait de la même façon une perte d'osmolarité. Par contre, il y a des animaux qui ont une sueur qui est hyperosmotique. C'est le cas des chevaux. Ça veut dire qu'ils perdent plus d'ion que d'eau. À ce moment-là, eux, eh bien, ils ont une diminution d'osmolarité quand ils vont suer énormément. Ça marche? Et alors, pour finir là-dessus, on en reparlera. Si vous suivez beaucoup, et ça peut vous sembler bizarre, on parle de déminéralisation. Eh bien, parce qu'évidemment, si vous compensez une grosse sueur que vous avez, si vous courez par exemple très longtemps, et vous consommez que de l'eau, à ce moment-là, vous allez compenser votre perte d'eau, mais pas compenser la faible perte d'ion. Donc, vous allez permettre à votre osmolarité eh bien, de revenir à une valeur proche de la valeur de consigne, mais en fait, vous allez perdre des ions, et ça, il va falloir les rattraper, donc en consommant des choses salées. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe. Donc, en tout cas, pour bien que ça soit clair, la sueur, on dit qu'elle est hyposmotique, tout simplement parce qu'elle contient moins d'ions qu'un liquide physiologique. Ok, alors si on continue sur la composition du sang, donc c'est des choses qu'on a un tout petit peu évoquées précédemment. Donc le plasma est très riche en protéines. En fait, on a 75 grammes de protéines, ce qui est énorme. Et c'est très important, on verra, pour les échanges au niveau des tissus. Et on va trouver essentiellement de l'albumine dans ces protéines avec un petit peu d'immunoglobuline, c'est-à-dire d'anticorps. On va trouver dans le sang également donc, beaucoup de cellules qui composent l'hématocrite, essentiellement des globules rouges. Vous pouvez retenir à peu près d'1 million de cellules par millilitre et 1000 fois moins pour les globules blancs. N'allez pas apprendre par cœur ces valeurs-là, mais essayez d'avoir une vague idée de ce que ça représente. Donc cet hématocrite, il est, alors je ne vais pas donner la valeur ici, mais il est autour, ça dépend des gens en fait, hein, il est autour de 42%, mais il est un peu plus élevé chez l'homme, et puis il va être variable en fait, selon aussi l'âge et différents paramètres. Donc c'est toujours des moyennes, hein. Il ne faut pas évidemment se dire que si on n'est pas exactement dans la moyenne, on n'est pas normal. Alors la diapositive suivante, c'est typiquement des diapositives que vous pouvez lire par vous-même. C'est un espèce de rappel un peu général de choses que vous connaissez. Les choses en gras, c'est les choses vraiment importantes pour ce module. Donc, retenir que le sodium est le principal ion qui va être régulé par le rein, j'en ai un tout petit peu parlé. Le potassium, c'est un responsable en fait, de la pression osmotique cytosolique, c'est-à-dire en gros, c'est l'ion principal à l'intérieur des cellules. Et puis l'ion HCO3-, on a un tout petit peu parlé avant. Donc tous ces ions sont importants à maintenir de manière stable, mais le potassium, comme je le disais, est très peu, varie très très peu, donc il y a peu de régulations qui sont assurées. En fait, c'est essentiellement le sodium et le chlore qu'on va perdre, parce que c'est eux qui échangent en fait, directement avec l'extérieur, et c'est eux qui vont être régulés en se focalisant sur le sodium. La régulation du calcium et du magnésium dépasse le cadre du module, mais il y a des régulations propres à ces ions. Alors, si on continue sur les stratégies d'échange dans le règne animal, on va s'intéresser tout d'abord à des animaux extrêmement simples, comme la paramécie, qui est un animal qui est en fait un protozoaire, donc un être unicellulaire qui appartient au règne animal. Et ce protozoaire, il a un accès direct à l'environnement, donc il va réguler directement à l'échelle d'une cellule. Il n'y a pas besoin d'organes ou de choses complexes pour réguler
les maintient en fait des paramètres de son milieu intérieur qui est limité en fait à son cytoplasme. C'est un organisme relativement simple, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Si on s'intéresse à des organismes plus complexes, donc pluricellulaires, notamment ce qu'on appelle diblastiques, on ne va pas refaire trop de biologie animale, mais en fait il n'y a que deux types de cellules dans cet organisme, des cellules qui vont former le foyer interne et un foyer externe, et puis à l'intérieur en fait potentiellement des cellules intermédiaires qui vont assurer juste les différents rôles de nutrition et de gestion musculaire éventuelle. Et ces animaux sont suffisamment fins pour permettre des échanges directs avec l'environnement. Et ces échanges vont se faire par diffusion simple. C'est ce qui est représenté par cette petite flèche. Donc il n'y a pas besoin d'un système particulier de déplacement en fait, des liquides pour assurer les échanges. On estime que le maximum pour un métabolisme de base d'échanges qui sont compatibles avec une distance importante, c'est 1 mm. C'est-à-dire qu'en gros, au-delà d'1 mm, les échanges ne peuvent plus être assurés par une diffusion simple. Donc, comment assurer des échanges pour permettre aux cellules d'avoir accès à différents nutriments et d'éliminer leurs déchets? Eh bien, il va falloir utiliser un système plus rapide que la diffusion simple qui elle est très lente. Alors un exemple, c'est quelque chose que vous connaissez, de basique. Hein. Si vous versez de l'eau dans, plutôt du sirop dans de l'eau, eh bien le sirop va tomber au fond et puis si vous ne faites rien, vous pouvez attendre longtemps avant que ça soit homogène. Par contre, si vous mélangez avec une cuillère ou vous secouez votre bouteille, eh bien vous mélangez mécaniquement, vous faites ce qu'on appelle de la convection. Et cette convection, elle peut être faite soit par des différences de pression, c'est ce que vous faites quand vous secouez, soit par des variations de température. Évidemment, pour un organisme, c'est des variations de pression. Donc, beaucoup d'organismes vont utiliser des systèmes de circulation pour assurer une convection et permettre aux cellules d'être en contact avec les systèmes d'échange, soit de nutriments, le système digestif, soit de gaz, le système respiratoire, pour pouvoir échanger leurs déchets et recevoir des nutriments. Donc il y a un système récirculatoire qui est mis en place via des systèmes de pompe et qui va permettre aussi d'interagir avec un système excréteur, typiquement les reins, pour éliminer des déchets qui ne peuvent pas être éliminés par le tube digestif ou par le système respiratoire. Donc en gros, on se retrouve à avoir un système un peu comme ça. Donc ça, c'est un organisme simplifié au maximum. Nous aussi, on peut schématiser comme ça, avec une zone d'échange de nutriments, des tissus et des pompes qui permettent de circuler une partie du milieu intérieur. Et cette partie du milieu intérieur circulante, c'est ce qu'on va appeler le sang. Alors on a besoin de notions de pression hydrostatique pour comprendre un peu comment ça marche. Donc alors c'est vraiment un schéma extrêmement important que vous ayez en tête, que vous compreniez bien. Donc imaginez, c'est votre baignoire, vous la remplissez d'eau et vous enlevez la bonde qui est donc le trou au fond de votre baignoire. Si elle est plus ou moins bouchée, parce que vous avez trop de cheveux au fond de votre bonde, eh bien le débit va être très faible. Donc ce débit ici, au niveau de la bonde, il va dépendre en fait de la taille tout simplement de la sortie. Plus cette taille va être importante, plus le débit va être important. Autre élément qui va influencer sur le débit, en sortie vers les organes, c'est la pression, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous avez remplie dans votre baignoire. Si elle est très remplie, ça va aller plus vite. Donc ça va être lié à la pression sanguine qui va dépendre en fait de la manière dont la baignoire est remplie. Donc, si on fait l'analogie complète, ça va dépendre du débit cardiaque, donc la quantité de sang qui est émis par le cœur. Donc vraiment, ce schéma, gardez-le en tête, ça paraît très simple, mais quand on l'applique au système cardiovasculaire, eh bien, parfois vous avez plus de mal. Alors, quelques petites notions pour bien comprendre ce rapport. Eh bien, pour qu'on puisse avoir un écoulement dans un tuyau, donc ce qu'on va trouver pour les vaisseaux et permettre le passage des différents liquides, il faut qu'il y ait une différence de pression. Si on a une pression qui est identique de part et d'autre d'un tuyau, eh bien, on n'a pas de débit parce que la différence de pression va être nulle. Par contre, si on a une différence de pression importante, et plus cette différence de pression sera importante, plus le débit sera important. Autre aspect, c'est est-ce que cette différence de pression est la seule importante ou est-ce que la pression d'entrée est plus importante? En gros, on peut peut-être répondre à cette question. Est-ce qu'ici, on va avoir un débit plus important parce qu'en entrée, on est à 100 alors qu'ici, on est à 40? Est-ce que vous avez une idée?
c'est le même débit, très bien. En fait, c'est la différence de pression qui est importante. Comme ici, on a la même différence de pression, on va avoir exactement le même débit. Alors, au passage, vous ne m'avez pas posé la question, mais la pression, et ça vient en fait d'une vieille unité qui est le millimètre de mercure, qui est l'unité qui était utilisée sur les vieux baromètres à mercure, on n'utilise plus cela, et qui mesurait la pression atmosphérique en millimètres de mercure. Donc Hg, c'est pour mercure, et c'est encore ce qui est utilisé pour toutes les mesures de pression artérielle. On en reparlera plus tard. Si on fait la totale sur les circulations des liquides pour assurer en fait les échanges dont j'ai parlé, nécessaires à la vie des cellules, eh bien on va avoir deux systèmes qui vont être importants. La convection dont on vient de parler, mais la convection seule ne suffit pas, parce qu'évidemment, la convection, elle va se faire en général dans un circuit qui est fermé, donc inaccessible aux cellules. Donc, les tuyaux qui sont en fait tous les vaisseaux sanguins vont s'approcher au maximum des cellules, les capillaires sanguins, pour permettre d'avoir une diffusion sur une plus petite distance. Et vous pouvez voir qu'en fait, c'est une moyenne qu'on a chez l'homme. Eh bien, on va avoir une distance pour les vaisseaux sanguins, au niveau des capillaires sanguins, de 10 micromètres pour toutes les cellules, très très proche. Et pour certaines cellules, comme c'est le cas pour le système respiratoire, c'est encore plus proche, puisqu'il y a une distance seulement de 0,5 micromètres. C'est extrêmement faible. Je vous rappelle qu'une cellule fait entre 10 et 20 micromètres de moyenne, plutôt 20 micromètres de moyenne, puisque sinon ce ne serait plus une moyenne, et pour permettre en fait des échanges ultra efficaces au niveau du système respiratoire. Ça veut dire aussi que ces vaisseaux sanguins sont extrêmement fragiles parce que très fins et très très proches d'un système aussi qui est en contact avec l'environnement. Alors quand on va parler de liquide qui traverse une membrane, en fait on ne va pas avoir seulement des molécules, mais on va avoir des passages de liquide qui permettent de brasser le liquide interstitiel. Eh bien on va parler d'ultrafiltration. C'est une notion très importante. Cette ultrafiltration, pour comprendre, c'est la même chose que ce qui se passe si vous avez des vieilles cafetières que vous utilisez avec des filtres. C'est exactement la même chose. Vous mettez votre café dans le filtre, vous faites passer de l'eau, et l'eau, en passant à travers le filtre de votre café, va entraîner en fait le café avec l'eau bouillante. C'est la même chose, on parle d'ultrafiltration, c'est-à-dire une filtration de liquide sous pression. Alors ici, c'est à travers un endothélium, mais ça marche avec n'importe quelle variable. Alors s'il n'y a pas de questions là-dessus, je te disais que j'accélère un peu parce que je vois que je suis un petit peu en retard et que j'aimerais quand même avancer, qu'il reste un petit quart d'heure, on va dire. Très bien. Donc si on s'intéresse en fait aux problèmes hydrominéraux qui sont liés en fait à différents éléments, eh bien on a des choses qu'on va revoir dans le cadre du cours sur le Rhin, et on a des variations en fait qui vont être dépendantes des différences entre milieu extracellulaire et milieu intérieur. Je vous laisse regarder ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, notamment pour nous, on a constamment beaucoup de pertes d'eau et de sel. Ça va faire des grosses perturbations dans l'équilibre hydrominéral. Alors, je voulais vous présenter un peu ça, mais on va voir ça rapidement. Donc, quelles sont les origines des perturbations de cet équilibre hydrominéral? Vous regarderez de votre côté. Je n'ai pas trop le temps de regarder ça en détail, mais c'est très très simple. On va juste en parler d'un. Dans le cas d'une déshydratation importante, on va avoir une osmolarité qui va être augmentée et une volémie, donc liée à la quantité de sang, mais comme le milieu extracellulaire va de façon générale perdre de l'eau, et l'organisme globalement, on va avoir une diminution aussi de la volémie. Donc on va être dans cette case-là en cas de déshydratation. Et on peut plus ou moins compenser. Si on compense seulement avec de l'eau pure, l'osmolarité restera diminuée. Par contre, on va récupérer notre volémie. Alors, vous essayerez de faire ces raisonnements pour différents éléments, notamment pour la déshydratation complète. On en a un tout petit peu parlé. Donc, vous verrez qu'il y a des quiz qui permettent de répondre à ça. Donc, vous regarderez ça pour la partie déshydratation. Quelques éléments très importants pour se retrouver dans les évolutions en fait, et l'importance des différents paramètres. Quand on change les concentrations ioniques, donc l'équilibre immunominéral, on va perturber le fonctionnement du système nerveux qui dépend évidemment des concentrations ioniques, mais aussi la contraction musculaire, dont le cœur, donc c'est défaillance cardiaque en cas de gros changements de concentration ionique. Les changements d'osmolarité, j'en ai parlé, ça va influencer sur la boîte crânienne, donc ça c'est très problématique. Et les changements de volémie,
on va voir qu'il y a un lien très important avec le maintien de ce qu'on appelle la pression artérielle, c'est-à-dire la quantité de sang, enfin pas la quantité de sang, la force mécanique qui va se retrouver au niveau des artères. Et ça va avoir une importance très importante pour le débit sanguin et donc modifier l'apport de nutriments. D'où l'importance de maintenir un équilibre et des ions et de la quantité de liquide dans le système interne. Alors, si on s'intéresse à quelques perturbations, normalement je prends le temps de le faire avec vous, mais vous prendrez le temps de réfléchir. Normalement, vous verrez que, je vais quand même l'écrire parce que je pense qu'il ne sera pas écrit sur la diapo, donc on va voir ça rapidement. Donc réfléchissez avec moi et puis vous n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, on pourra prendre un petit peu de temps. Donc si vous avez un régime hyper salé, la volémie, elle va pas changer. Par contre, l'osmolarité, elle va augmenter. C'est typique, vous mangez que des cacahuètes. Vous avez une hémorragie, vous perdez du sang, donc votre volémie, elle va diminuer. Par contre, votre osmolarité, elle ne va pas changer parce qu'en fait, vous ne perdez pas d'ions différemment d'eau, donc vous perdez et de l'eau et de l'ion et des ions. Le comportement dipsique, c'est une autre façon de dire la soif. Donc, je le traite pour que vous le reteniez, on va en parler beaucoup. C'est comme ça. Donc, comportement dipsique, ça veut dire que vous buvez beaucoup et souvent, on est des animaux très sociaux, donc on a tendance à boire des liquides dans un contexte social, pas parce qu'on a soif. Typiquement, si vous prenez beaucoup de thé, eh bien, la volémie, elle va augmenter et en général, l'osmolarité, elle va diminuer. Et la déshydratation, on en a parlé et je vous invite à y réfléchir pour y répondre à travers un quiz que vous trouverez donc via Socrative. Alors, juste 2 mots là-dessus pour que vous puissiez bien vous connecter. Donc, vous trouverez des questions, notamment sur celle-là et sur le cours qui va être disponible juste après. Et pour y répondre, vous vous connecterez donc via ce lien, donc socrative.com, et vous verrez, on va vous demander une room et votre nom. Donc, confondez pas les deux. Quand on vous demande votre nom, vous mettez votre nom et le nom de la salle, vous mettez UVSQ Physio et vous aurez accès au quiz et vous pourrez répondre. Alors, juste quelques éléments pour aborder le début de la circulation sanguine. La compression de la circulation, elle date en fait de l'Antiquité. La première idée, c'était que la circulation sanguine commençait en fait au niveau du foie et du cœur, qui produisaient du sang et qui était consommé dans les tissus. Et même si cette théorie peut sembler très originale, elle a été maintenue pendant de multiples siècles, jusqu'à quasiment la fin du Moyen-Âge, avec l'idée qu'on avait des humeurs sanguines et que si on était malade, il fallait faire notamment les fameuses saignées pour éliminer le mauvais sang. En fait, il a fallu attendre le XVIIe siècle, donc on est plutôt proche de la fin de la Renaissance, pour comprendre que c'était absolument impossible, vu on a environ un débit de 5 litres par minute. Donc ça voulait dire qu'on produisait 250 kg de sang par heure, ce qui est absolument impossible. D'où un physiologiste arrivé qui a défini l'idée qu'il devait y avoir une circulation sanguine close, qui a été démontrée par Malpighi, qui a montré en fait que les artères et les veines étaient reliées par des très petits capillaires, des très petits vaisseaux, qui s'appellent les capillaires. Alors, il y a une question de Romain entre-temps. Comment le sang peut évoluer s'il ne sort pas du corps quand on boit beaucoup, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que l'eau circule librement à travers toutes les barrières. Il y a très peu de cellules qui n'ont pas d'aquaporine. Donc, quand vous buvez de l'eau, ça va passer très rapidement la barrière intestinale et ça va être pris en charge au niveau de votre sang et la volémie, donc la quantité de sang va évoluer, va augmenter. Ça répond à votre question, Romain? Très bien. Alors, beaucoup de rôles au niveau de la circulation. Je vous laisserai dire ça. Le plus important, évidemment, pour nous, c'est l'apport de nutriments et d'oxygène et l'élimination des déchets. Il y a d'autres rôles que vous lirez. Donc, c'est un système qui a besoin d'être hautement régulé, notamment la pression artérielle qui doit être maintenue pour permettre au cerveau de recevoir toujours de l'oxygène et du glucose, de l'énergie. Et puis, bien sûr, une quantité d'oxygène suffisante et une élimination du dioxyde de carbone. C'est un système qui s'adapte, très, très variable. Évidemment, là, la pression artérielle va être dépendante en fait, de l'activité physique, éventuellement de la digestion, où on va envoyer plus de sang vers le tube digestif, et puis en période de sommeil, où on a des besoins métaboliques inférieurs, avec notamment une légère baisse de la température. Ça va être évolué. Alors, rapidement, comment
et organiser un peu ce système de circulation. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, des organismes très simples, donc comme des diblastiques, eh bien, on va trouver ici, alors pour les puristes d'ailleurs, ça c'est un diblastique, ça m'est revenu, c'est un triblastique acélomate. Bon, c'est un détail, ça veut dire qu'il y a forcément, s'il y a des cellules à l'intérieur, il y a 3 feuillets, c'est un détail. Au moins, on sera raccord. Donc ici, une hydre de douce, elle a que 2 types de cellules. Eh bien, les flux vont être assurés directement au niveau de la cavité et toutes les cellules vont pouvoir être facilement en contact avec le milieu extérieur. Pareil pour la planaire, même si on a un système un tout petit peu plus complexe, comme on l'a vu, il n'y a pas besoin de circulation particulière. Il y a juste une élimination régulière de tout ce qu'il y a dans le tube digestif qui fait office d'apport de nutriments et d'élimination de déchets de l'intérieur de l'organisme. Quand on a des organismes un peu plus complexes, on a besoin d'assurer de la convection, et il y a 2 types de convection, soit par des muscles en anneaux, qui vont assurer du péristaltisme. Ça, c'est essentiellement ce qu'on trouve au niveau plutôt du tube digestif, mais il y a quelques animaux qui utilisent ça aussi pour déplacer le sang. Des muscles qui sont localisés à un seul endroit, on va parler de chambre et de cœur, c'est ce dont on va beaucoup parler chez l'homme, et des pompes musculaires qui sont en fait reliées à l'activité locomotrice, qui vont compresser les vaisseaux. C'est aussi quelque chose qu'on va trouver chez l'homme. Alors au passage, on en reparlera un tout petit peu, on a des systèmes de clapet anti-retour qu'on appelle des valvules ici, qui font que quand le cœur se contracte ici, eh bien, le sang va aller dans un sens. En fait, ces valvules vont empêcher le sang d'aller dans l'autre sens. C'est pareil pour les pompes musculaires ici. Alors pour des animaux qui ont un système métabolique très faible, comme des mollusques, eh bien, le premier système circulatoire qu'on va trouver, c'est des systèmes circulatoires dits ouverts, où en fait, on n'a pas de vaisseau sanguin qui assure une continuité. Donc le sang, en circulant, va se verser directement dans les liquides interstitiels, et puis le cœur, on va repomper, avec les systèmes de valvules, eh bien, ce liquide interstitiel pour le faire circuler. Donc ça, c'est compatible seulement avec des animaux qui ont en fait un métabolisme très faible. Alors c'est paradoxal avec les insectes qui, eux, ont ce même système circulatoire ouvert au niveau du sang, qu'on appelle ici d'ailleurs l'hémolymphe, puisqu'il y a un mélange en fait entre la lymphe et le sang. C'est quelque chose dont on reparlera après, parce que les insectes ont au contraire un métabolisme qui peut être extrêmement élevé. Et en fait, c'est basé sur la capacité des insectes à décorréler l'apport de nutriments et l'apport des gaz respiratoires. En fait, la respiration est assurée par un système très complexe qui est basé sur ce qu'on appelle des trachées, avec en fait, un système de circulation de tuyaux supplémentaires en plus de toute la circulation sanguine, qui assure un apport de gaz directement au niveau des cellules via l'équivalent de vaisseaux sanguins avec des trachéoles, l'équivalent des capillaires sanguins, qui amènent directement au contact des cellules les différents gaz, donc oxygène, et puis permettent l'élimination du CO2. Si on prend des animaux un peu plus complexes, on arrive typiquement, vous avez ici un ver de terre, qui va avoir le premier, enfin pas le premier, mais qui fait partie des animaux qui ont un système circulatoire fermé, qui va assurer la possibilité d'augmenter la pression sanguine. En effet, ici, comme c'est fermé, on va pouvoir avoir un système à sous-pression qui va augmenter en fait la vitesse de circulation. Je ne l'ai pas précisé ici, mais comme ici on a un système circulatoire ouvert, si la pression est trop importante, on va avoir des dégâts mécaniques au niveau des cellules. Donc ce n'est pas possible. Et ici on a une pression sanguine qui est extrêmement faible pour les systèmes circulatoires ouverts. Donc cette augmentation de pression, elle va permettre d'augmenter le débit, donc plus d'utilisation d'énergie, donc des animaux plus mobiles typiquement. On va trouver ça chez les poissons aussi, et qui ont certaines limites, qui va être le couplage au système respiratoire. Vous avez ici un circuit qui est complètement fermé, et où on va trouver à la suite plusieurs séries de capillaires. Une série de capillaires ici qui assure l'échange avec les branchies, pour assurer les échanges avec les gaz. Et puis au niveau des tissus, donc on va revenir dessus par rapport à ce qu'on va trouver chez l'homme, avec des circulations dites en parallèle sur les différents tissus. On a un seul cœur qui est réparti en différentes chambres. Donc un sinus veineux, bon, c'est pas très important ici, mais qui va en fait collecter une partie du sang. Des oreillettes qu'on va retrouver chez l'homme, qui est la première partie qui reçoit le sang après ce gros série de veines, et le ventricule qui est la partie la plus contractile du cœur. Et
une artère dont on va beaucoup parler après, qui est l'aorte, qui est la première, qui reçoit en fait le sang à la sortie du cœur. Donc ça va assurer une augmentation de la pression, mais cette pression, elle ne peut pas être trop forte parce qu'elle risquerait d'abîmer les branchies ici, qui assurent la respiration. Donc il y a des limitations évolutives à ce système-là, et qui fait qu'on va avoir à l'arrivée un sang qui va arriver avec une pression pas trop importante pour pas non plus abîmer ces branchies et donc pouvoir néanmoins arriver jusqu'au capillaire au niveau des tissus. Donc on a un système qui est plus performant que le système ouvert, mais qui a des limitations parce qu'on a un seul circuit qui est fermé ici. Pour limiter cela, en fait, et c'est ce qu'on va essentiellement voir dans notre système chez l'homme, désolé, on va dépasser de quelques minutes, c'est des systèmes séparés où on va avoir deux circuits différents, donc on en reparlera, un circuit vers les poumons et un circuit vers les tissus, avec un cœur qui a en fait 4 chambres séparées par une cloison ici, et on va avoir un ventricule et des oreillettes. Et on va en reparler au prochain cours. En fait, quand on regarde ce cœur-là, c'est comme si on regardait le cœur de quelqu'un. Donc, ce qui est situé à la gauche, c'est en fait la partie droite du cœur. Donc, ici, on va avoir l'oreillette droite et là, le ventricule droit. Voilà, on a fini le cours 1. J'espère que vous avez compris malgré la petite accélération. L'idée, c'est que pour la prochaine fois, vous devez... donc, c'est très rapide, hein, c'est dans 2 jours. Donc, je vous invite à rapidement visualiser le cours 2 que je vais mettre en ligne immédiatement et répondre au quiz qui est associé. Voilà, si vous avez des questions, je reste en ligne, s'il n'y a pas de souci, mais je sais que j'imagine que vous avez cours dans 10 minutes. Voilà, je ne veux pas vous stresser. Monsieur, est-ce que du coup les petits QCM, ils sont notés ou c'est juste pour voir si on a compris? Ils ne sont pas notés, c'est juste pour savoir si vous avez compris. Mais voilà, alors vous êtes relativement autonome, même très autonome, mais attention, donc moi je ne veux pas vous mettre la pression en mettant des contrôles très régulièrement, même si vous allez en avoir en TD, mais l'idée c'est que vous faut absolument travailler régulièrement et donc les quiz vous servent à ça. Voilà, bon courage et puis on se voit donc de toute façon le jeudi, dans 2 jours, où on répondra au quiz et je répondrai à toutes vos questions. Et le cours d'aujourd'hui sera dispo en ligne, je vais le mettre immédiatement. Voilà. Le temps que Zoom convertisse tout ça. Allez, bon courage à tous.